Bonjour les géologiques, bienvenue. Je vous emmène aujourd'hui visiter une exposition au temps des Faluns. Et pour nous accompagner, je suis avec Flavie Gantier qui a participé. Bonjour. Bonjour Flavie. Bonjour. Qui a participé à la mise en place de cette exposition. Le Falun, c'est un petit peu la roche, une des roches emblématiques de l'Anjou. Et donc réaliser une exposition sur cette roche et sur les fossiles qu'elle contient était une idée presque logique en fait pour le Muséum des sciences naturelles. C'est une graphiste, Éléonore Hérissé, qui a fait tout le graphisme de l'exposition, à la fois les affiches, aussi cette fresque, les deux fresques aussi qu'on va retrouver dans l'exposition et toute la typologie de texte. On a voulu une exposition immersive, donc au temps des Faluns, dans le milieu à la fois marin mais aussi terrestre. Et donc pour illustrer le milieu terrestre, on a le vert, le milieu marin est illustré par le bleu et le jaune pour le Falun. Il y a 15 millions d'années, à l'époque géologique appelée Miocène, la géographie de la France était bien différente. La Bretagne était une île et l'Anjou et la Touraine formaient un vaste golfe peu profond d'une vingtaine de mètres appelé la mer des Faluns. Si l'on résume l'histoire de la Terre à une année humaine, nous sommes le 30 décembre à 20 h, c'est-à-dire hier. Nos ancêtres n'étaient pas encore apparus et les dinosaures avaient disparu depuis bien longtemps. Cette avancée marine de l'océan Atlantique, que l'on appelle d'une manière générale une transgression, est secondaire à deux phénomènes. Un climat plus chaud qu'aujourd'hui, comparable à celui du Sénégal actuel, qui a provoqué une dilatation des eaux océaniques. 2. Un léger basculement de la région lors de la formation des Alpes. Au cours du temps se sont déposés lentement dans cette mer peu profonde les restes des êtres vivants qui l'ont peuplée, comme des coquilles, des dents de vertébrés et autres. Mais ce n'est pas tout. Le fleuve précurseur de la Loire a apporté des sables issus de l'érosion du Massif central, ainsi que des restes de plantes et d'ossements d'animaux vivants sur le continent. Environ 10 millions d'années plus tard, la mer se retire. On parle de régression marine, laissant sur place toutes ces accumulations de restes d'êtres vivants qui formeront la roche que l'on connaît maintenant appelée Falun. L'érosion a ensuite fait son œuvre, laissant sous nos yeux que quelques affleurements, les plus importants se situant en Anjou et en Touraine. Le Falun est une roche sédimentaire détritique plus ou moins friable, formée de sable, riche en débris de coquilles et de bryozoaires. Les fossiles y sont extrêmement nombreux et variés. Mon rôle a été de mettre le nez dans les tiroirs, de finalement trouver les pièces qui pourraient potentiellement rejoindre cette exposition. J'ai dû aussi faire tout l'inventaire des collections de Falun. Mais pour faire cet inventaire, il faut avoir des compétences. Alors quel est votre parcours universitaire? Alors j'ai effectué une licence de biologie-écologie à la fac de Nantes et ensuite un master de paléontologie à la fac de Rennes et Angers. Et pour ce master, vous avez fait un stage au Muséum des sciences naturelles. Effectivement. La mission principale était de choisir les pièces. Alors, avec la validation de Benoît Mélier et Thomas Rouillard, qui sont les commissaires de l'exposition. Il y a à peu près 500 pièces d'exposées, 350 proviennent du Muséum d'Angers, et donc le reste proviennent des muséums en région ou du Muséum national de Paris. On a aussi beaucoup de pièces qui proviennent de collectionneurs privés. Il y a des choses à regarder en hauteur. On dirait le museau qui ressemble à un dauphin, non? C'est quoi? Alors en fait, c'est une baleine en fil de fer. Oh mince. Oh la boulette. En fait, ce sont des sculptures en fil de fer qu'on peut retrouver sur certains animaux de l'exposition qui ont été réalisés par Julie Auger. Donc là, en fait, on a la queue de la baleine et de l'autre côté, on a la partie antérieure de l'animal et juste en dessous, on retrouve les ossements. Ah oui, elle traverse le mur. Exactement. Les baleines des Faluns devaient mesurer à peu près 8 à 10 mètres maximum. De Pelocetus mirabilis. Donc ça c'est pareil, c'est un spécimen type qu'on possède au muséum. Et puis à gauche, le Metaxytherium, qui est connu de tous les fouilleurs des Faluns. Metaxytherium medium, qu'on appelle le lamentin, voilà, ou dugong. Le dugong. C'est un cousin lointain. Ce qui m'a étonné, c'est de l'avoir presque entier.
Oui, alors en fait c'est un spécimen composite. Donc, il est composé à la fois de vrais fossiles, mais aussi de parties en plâtre pour le compléter. Puisque ce spécimen n'a pas été trouvé entier, en fait ce sont plusieurs pièces qui ont été trouvées dans des gisements différents, qui ont été regroupées entre eux pour former un seul individu. Pour le ramener ici, il a fallu enlever pièce par pièce les fossiles de la structure métallique, les conditionner en boîte et les ramener ici et remonter tout le squelette manuellement. Oui, alors quand on remonte, les pièces sont numérotées comme dans... Exactement, oui, mais c'est essentiel. Si on ne numérote pas les, ouais, ça, ouais. les Alors, pièces... c'est numéroté où C'est caché. C'est caché. Bon, alors on n'en dit pas plus. On retrouve aussi un motion design qui explique eh bien, le processus de fossilisation avec notre fameux Metaxitherium. On a ici un fémur droit de Phocanella couphoni, donc c'est un fémur de phoque qui en fait a permis de décrire pour la première fois l'espèce. C'est quoi cette mâchoire? Il y a quelqu'un qui a retrouvé ces deux mandibules dans les phalins? Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Et où va-t-on? Et non, c'est une reconstitution d'une mâchoire de mégalodon. Dans les phalins, on retrouve malheureusement que des dents qui peuvent parfois avoisiner 15 cm de hauteur. Et c'est grâce à des études statistiques, des mesures de hauteur, de largeur de dents, qu'on arrive à estimer l'ouverture de la bouche du mégalodon, mais aussi sa taille, qui pouvait avoisiner 15 mètres de long. Et qu'on retrouve sur la fresque, juste ici. La silhouette la plus haute, c'est le mégalodon. On trouve des jeux interactifs, donc qui nous expliquent un peu comment ça se fait qu'on retrouve autant de dents dans les phalins, autant de dents de requins surtout. J'ai été impressionné, quelque chose que je ne savais pas, que je vais vous laisser découvrir. Mais alors c'est super bien expliqué. Et là, voilà. Moi, quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai été frappé par cette reconstitution. Alors, il s'agit de quel mammifère? Il s'agit d'un éléphant. Donc en fait, c'est le cousin disparu des éléphants actuels, qu'on appelle le Deinotherium. C'est un des plus grands éléphants n'ayant jamais existé sur Terre. Il mesurait 3,50 m, 4,50 m de haut. Et donc on a eu la chance de travailler avec une entreprise qui effectue des reconstitutions, qui est basée à Barcelone, qui s'appelle Quagga, qui nous a fait cette magnifique reconstitution. Et cette reconstitution a aussi bénéficié du soutien et de financement par la Fondation Mécène et Loire. D'accord. Et les pièces fossiles qui ont permis cette reconstitution se trouvent ici? Oui, on a un petit échantillon de ce qu'on peut trouver en pièces de Deinotherium dans les phalins. Donc on a par exemple des dents déjà, des dents qui sont quand même minuscules par rapport à la taille de la bête. Et puis on a ici un tibia et aussi là on a un fragment de défense. Vous avez utilisé des espèces actuelles qu'on trouve au Muséum des sciences naturelles pour illustrer certains animaux. C'est vrai que 15 millions d'années, l'évolution a été un peu importante. L'évolution a suivi son cours, donc mais vu que c'est une période qui est quand même proche de la nôtre actuellement, on retrouve des animaux, en tout cas des genres ou des grands groupes, des familles qui existent encore actuellement. C'est le cas par exemple pour cette panthère de la famille des Félidés. On retrouve dans les phalins ces cousins lointains qui font aussi partie de la famille des Félidés. Sur chaque panneau qu'on appelle des totems, on va retrouver un nom de genre. Donc ici Myopanthera, une illustration scientifique qui a été faite par Charlène Le Teneur du Muséum National, et puis un texte sur l'animal en question, sa taille, ses habitudes, son régime alimentaire. Et puis on retrouve aussi une petite échelle de rareté pour savoir si le fossile est rare ou commun, si on peut le trouver facilement dans les phalins ou non. Ici nous avons un aigle impérial.
Et c'est très rare de retrouver des restes fossiles d'oiseaux. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a comme ici Alors on a des phalanges d'espèces d'aigles, enfin, d'espèces affiliées aux aigles. On retrouve aussi des faisans, donc, qui montrent que dans les faluns on retrouve quand même des animaux qui sont semblables à ceux actuellement. Et puis on retrouve aussi, ici on a une diaphyse d'ulna de flamand qui ressemble au flamand rose, qui montre aussi que, eh bien, il y avait des environnements de marécage aussi. Le falin a été exploité dès le 5e siècle, notamment pour la construction de sarcophages, mais aussi on connaît très bien, les habitants de la région connaissent très bien les habitats troglots en falin. Donc tout ça est expliqué ici. Et puis on a aussi une partie sur les mythes et légendes autour des fossiles des falins et des fossiles en général. Il faut savoir qu'à la Renaissance, on attribuait ces dents de mégalodon à des pierres tombées du ciel. Et on s'en servait pour neutraliser les poisons que pouvaient potentiellement contenir les boissons qu'on buvait à table. Maintenant, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas des neutralisateurs de poisons, mais bien des dents de requin. Et ici, un chantier de fouilles. Et oui, on a un vrai chantier de fouilles avec du vrai falin qui provient d'une carrière. Et donc les visiteurs vont pouvoir fouiller dans ce falin et repartir avec de vrais fossiles en compagnie de nos 2 médiateurs scientifiques, Léo Tessier et Sophie Morla. D'accord. Et là, Léo et Sophie ne savent pas ce que le visiteur va obligatoirement trouver. Et non. Et c'est du falin bio, c'est du vrai. C'est du vrai, éco-certifié. Éco-certifié, exactement. Et puis au milieu, une pancarte qui permet aux visiteurs, s'ils trouvent un fossile, de pouvoir le déterminer. Exactement. Ah bah voilà, un petit bryozoaire, je pense. Exactement. Voilà. Ah bah mon Fabrice. Ah bah mon Fabrice. 2 scientifiques et 2 personnes qui vivent encore en habitat troglo. Et puis on a aussi un archéologue. Et puis je vous invite à venir en découvrir un peu plus. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui a réfléchi à cette mise en place de tous ces éléments-là, du choix par exemple du bois où on a l'impression de voir des strates. Exactement, c'est ce que ça évoque. Ça s'appelle comment? Eh bien, c'est un scénographe qui nous a aidé à mettre en scène finalement ces fossiles. Donc en fait, c'était des discussions. Donc oui, il nous a fait des propositions. On les validait ou on lui proposait des changements. Il nous proposait aussi des changements. Et puis voilà, on a vraiment construit l'exposition tous ensemble finalement. Donc il avait une charte. Il avait une charte. Donné, d'accord. Exactement. Et tous les murs ont été peints et ont repris les couleurs de... Exactement. En fait, tout ce qui est peinture, la construction des tables, c'est l'équipe technique des musées d'Angers qui ont fait tout ce merveilleux travail. Alors les choix des animaux qui sont représentés sur ces 2 fresques, parce qu'elle est à la fresque représentant le monde terrestre et puis là le monde marin. Le choix s'est fait comment? Alors on a voulu représenter sur ces fresques les animaux les plus emblématiques des falins. En plein milieu, l'anisodon, qui est un animal assez étrange qui n'existe plus actuellement. On l'appelle un peu le cheval singe. Puis par exemple sur la fresque marine, on retrouve le mégalodon, le métaxitarium. Donc vraiment on a voulu illustrer les espèces emblématiques des falins. Il y a une ambiance sonore dans cette exposition. On a 2 ambiances sonores, une qui illustre la biodiversité terrestre, avec des rugissements, des barrissements d'éléphants ou des cris de singes. Et puis on a aussi une ambiance marine, avec des chants de baleines ou encore des cris de phoques. Bon, l'ouverture au public se fait demain. Demain, on a hâte. Un peu de stress ou pas? Non, on a hâte, on est prêts et on vous attend nombreux dans l'exposition au temps des falins. Du 19 mai au 20 février 2022. Au 20 février 2022, je ne peux que vous conseiller de visiter cette expo. Bon, portez-vous bien les géologiques. À bientôt. Au revoir Flavie et merci. Au revoir, merci à toi.